Bonjour à tous et merci d'être ici pour cette nouvelle séance des tutos à maths. Une séance sur le traitement des réponses aux questions ouvertes, enfin questions ouvertes ou questions semi-ouvertes, hein, des fois ça dépend, pour éviter de proposer des modalités de réponse qui peuvent enfermer un peu les personnes qu'on enquête dans des catégories de réponses. On laisse souvent des possibilités de s'exprimer librement. Et on récupère ainsi des réponses et des données textuelles qui sont a priori pas faciles à traiter, ça se présente pas sous la forme de variables directement exploitables, comme on peut le faire par ailleurs sur les caractéristiques issues de questions fermées. Et donc sur cette séance, on va accueillir Bénédicte Garnier, qui est ingénieur d'études à l'INED au service des méthodes statistiques de l'INED, et qui a coécrit un manuel méthodologique avec France Guérin-Pars, qui est directrice de recherche à l'INED, qui malheureusement ne pourra pas nous rejoindre cet après-midi pour cette séance. Et donc, vous avez écrit toutes les deux un manuel qui s'appelle Appliquer les méthodes de la statistique textuelle. C'est un petit manuel de 86 pages. Petit, c'est vraiment dans le sens qui est là, voilà. Et c'est vraiment 86 pages de pédagogie. C'est comment mettre en œuvre les analyses avec différents logiciels. Et il me semble que ce manuel est disponible en ligne sur le site de l'INED. Donc, si vous voulez le télécharger après la fin du tuto, c'est tout à fait possible. Sur le site du CEPED. Voilà, sur le site du CEPED. Et il me semble que de toute façon, sur le site de Mathé, dans les documents utiles, on a dû mettre un lien vers ce petit fascicule. Donc, Bénédicte, je vais te laisser la parole pour que tu interviennes. Et puis, on posera peut-être des questions à des moments donnés. En tout cas, on te laisse parler pendant 45 minutes, une heure, et puis après, on aura une discussion sur ton exposé et pour qu'on puisse poser quelques questions. Voilà, donc c'est à toi, Bénédicte. Merci. Bon, bonjour à tous, c'est à moi de vous saluer. Donc d'abord, je remercie Benoît Tudou et Viviane Lehay de m'avoir fait cette proposition. J'avoue que je ne suis pas très à l'aise devant une caméra, donc c'est bien pour eux que j'ai accepté. France Guérin-Pars devait le faire avec moi, et puis elle a vraiment eu un empêchement, mais on a vu la présentation ce matin, et cette présentation, c'est un travail qu'on a fait ensemble. Donc, elle est avec moi, elle pense à moi. Donc, effectivement, comme Benoît a dit, je suis ingénieur au service des méthodes statistiques, qui est un service d'appui de l'INED. Et une de mes missions, c'est d'apporter des conseils sur les méthodes, les logiciels. Et une de mes spécialités, c'est plutôt l'analyse exploratoire. Donc, le sens exploratoire, c'est finalement, moi j'aime bien voir les données. Donc, ça peut être de la statistique descriptive, ça peut être aussi un peu de cartographie, et j'aime bien les analyses factorielles. D'où mon goût sur la statistique textuelle, vous allez voir pourquoi. Donc en fait, cette présentation, c'est plutôt le fruit on va dire, j'ai même une vieille collaboration avec France Guérin, parce que vous allez voir, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a commencé à travailler ensemble. Tout ça, effectivement, quand je suis arrivée, elle avait demandé de l'assistance sur l'exploitation d'une question ouverte qui avait été mise dans un questionnaire d'une enquête INED qui s'appelait Espace de vie environnement. Et c'est une enquête de 1992. Il faut voir que elle est ancienne, mais elle peut encore servir. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que France Guérin, elle travaille dans l'unité identité, territoire et population. Donc notre premier travail, c'était déjà de comprendre un peu comment fonctionnait la statistique textuelle. Donc pour ça, on s'était servi de la Bible. Donc je montre aussi la Bible que je suis assez fière d'avoir. C'est un vieux manuel des années 90 qui est maintenant épuisé et que je vous conseille d'utiliser parce que c'est la référence quand on applique ces méthodes. Il faut toujours citer ce manuel. Donc il est complètement épuisé, mais il est disponible en ligne sur le site de Ludovic Lebar. Donc moi, il est vraiment très abîmé parce que vraiment, on s'est posé plein de questions sur les méthodes, mais c'est vrai qu'on l'avait trouvé un peu compliqué à comprendre. D'où l'idée, alors ça a été long de le faire, mais effectivement de faire ce petit fascicule nous semblait plus simple à utiliser pour quelqu'un qui n'y connaissait rien. Alors ce que je vais dire aussi, c'est qu'effectivement, Benoît a présenté mon manuel. On en est assez fiers de la partie méthodologique,
Par contre, en 2010, quand on l'a sorti, on utilisait à l'époque des logiciels payants, qui étaient Alceste et SPAD. Donc maintenant, effectivement, la partie logicielle est un peu dépassée, sauf si on a encore accès à ces logiciels, mais que tout le monde ne peut pas avoir. Donc ce qu'on m'a présenté aujourd'hui, je dis on, parce que quand même France l'a préparé avec moi, c'est qu'on a choisi d'utiliser 2 corpus, qui sont effectivement des corpus sur lesquels on a travaillé ensemble. France a travaillé sur d'autres corpus, donc vous pouvez regarder dans sa bibliographie pas mal d'articles qu'elle a fait. Mais pour l'instant, on s'est arrêté à 2 corpus, donc peut-être un peu ancien, mais que j'ai l'avantage de bien connaître. Donc déjà, par rapport aux autres tutos, parce qu'il y avait effectivement eu un tuto sur Sonal, un petit tuto sur Iramutech, donc du coup, effectivement, ce qui est important, c'est de positionner en fait les méthodes de statistique textuelle et les outils de statistique textuelle par rapport aux outils d'analyse qualitative qui permettent de faire du post-codage à partir de thèmes prédéfinis et qui sont pour nous des logiciels d'aide à la lecture des textes, mais ce n'est pas des logiciels de statistique textuelle. La statistique textuelle, vous allez voir, c'est vraiment faire émerger du contenu sur des corpus de texte, sans a priori, en laissant finalement le logiciel faire de la fouille et un peu trouver une structure dans les données. Donc quand on entend logiciel de statistique textuelle, pour moi et pour ceux qui en ont entendu parler, donc effectivement, historiquement, il y avait le SPAD, qui fait toujours. Il y a aussi Alceste, mais effectivement est sorti dans les années 2008, donc justement à peu près quand on était en train de commencer à lire ce livre, le package text mining de R, et des outils comme Iramutech, et il y a aussi une plateforme TXM, et là que j'ai malheureusement pas trop utilisée, mais je sais qu'elle existe depuis longtemps et qu'elle est aussi très bien. Donc c'est aussi pareil, c'est-à-dire que je vais m'arrêter sur 2 corpus et 3 logiciels que j'ai utilisés. J'en connais d'autres, mais bon, déjà, j'espère pas trop vous mélanger avec les sorties de différents logiciels que j'ai dans cette présentation. Donc on voulait aussi rappeler que effectivement maintenant on parlait de statistique textuelle, mais on parle aussi beaucoup de text mining, et finalement pour moi c'est effectivement se dire que c'est en fait avoir plein de textes, et c'est vrai que maintenant aujourd'hui on a plein de textes, et les gens cherchent à faire de la fouille, trouver des structures dans les textes, trouver des mots, trouver des sacs de mots qui sont caractéristiques d'un texte, sélectionner une phrase type qui sera intéressante à extraire un texte, voilà. Et en fait, ils servent de ces outils-là pour trouver des choses intéressantes. Donc moi j'avais retrouvé, en fait, j'avais essayé de trouver la définition du text mining, ce qui n'est pas toujours évident, mais j'avais trouvé dans un ouvrage de Tufri, que c'est la lexicométrie des méthodes de data mining. Voilà, c'est un mélange de lexicométrie et data mining. Et puis après, on a aussi précisé qu'on parle de web mining maintenant. En fait, c'est d'appliquer ces données, ces méthodes aux données du web, qui sont maintenant de plus en plus courantes à traiter. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire signe plutôt à Benoît qui va lever la main, parce que je peux le surveiller. Sinon, je ne vais pas forcément faire attention, mais n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Ça ne me dérange pas. Il faut que j'arrive à passer à la diapo suivante. Ce n'est pas... Ça va un peu vite. Voilà. Donc, je rappelle un peu historiquement l'histoire du développement de cette méthode, parce qu'en fait, on va dire qu'elle est née effectivement dans les années 80, d'où effectivement cet ouvrage des années 90, qui en fait, c'est issu d'une rencontre entre plusieurs disciplines. C'est effectivement des linguistes. On verra qu'il y a des termes qui sont utilisés en statistique textuelle qui sont plutôt du registre des linguistes, qui faisaient de l'analyse de discours, des statisticiens, donc effectivement, dont Ludovic Lebas, et aussi l'informatique. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que si les méthodes ne sont pas du tout nouvelles, puisqu'effectivement la statistique textuelle et entre autres les analyses vectorielles datent de l'époque de Benzekri, et on sait que Benzekri, par exemple, il avait mis au point sa méthode, entre autres, sur traiter des textes de fer, donc il traitait déjà des textes dans les années 60. Mais ce qui se passait, c'est que les ordinateurs n'avaient pas les capacités de mémoire pour traiter ces gros tableaux de données. Et donc dès les années 80, les logiciels ont permis plutôt de traiter ces données, ils pouvaient engorger en mémoire tout ce tableau de données. Donc, si déjà elle est... Et aujourd'hui, elle est encore moins nouvelle, cette méthode. Hein. Donc, ce qu'on différencie avec France, c'est on se dit qu'il y a quand même 2 grandes familles d'applications de ces méthodes. C'est effectivement les gens qui veulent comparer des textes sur une base d'une étude quantitative du vocabulaire. Donc, c'est ce qui s'apparente plutôt de la lexicométrie. Finalement, on fait des mesures sur les textes.
Et donc, on s'est beaucoup servi de ça pour faire des attributions d'écrit. Je pense que tous les logiciels qui cherchent à repérer les plagiats se servent de ça. Ils cherchent plutôt à regarder la forme du texte que finalement les structures dans les données et voir émerger du contenu des textes. Pour faire émerger du contenu, ça c'est vraiment quand on fait... là, c'est l'autre famille d'applications qui est faire émerger du contenu. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment traiter des réponses à des questions ouvertes avec ces méthodes-là. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il faut avoir en mémoire qu'on peut traiter différents types de textes, qu'on appelle effectivement des corpus. Donc, je passe la diapo suivante, si je trouve le bouton, voilà. Donc, pour rappeler les types de corpus que vous pouvez traiter, ça peut être des réponses à des questions ouvertes, comme on a vu. Ça peut aussi servir à tester des questionnaires, parce que comme a dit Benoît, en fait... mettre des questions ouvertes dans des questionnaires, ça peut être intéressant quand on n'a aucun a priori sur ce que ça va donner, ce que les gens pensent. Par contre, on va voir que c'est quand même un certain coût de traitement. Parce que même si le logiciel permet d'aller vite, il y a quand même un coût de préparation, un coût d'entrée, qui fait que c'est plutôt un coût de temps. Et que parfois, il peut être aussi intéressant de refermer la réponse en 4-5 modalités. Peut-être que ces méthodes-là, elles permettent de définir justement les modalités qu'on va créer. Donc effectivement, quand on teste un questionnaire, ça peut être parfois intéressant de faire une question ouverte et suivant les réponses qui sont données, après dans le questionnaire final, de faire une question fermée. En tout cas, nous on pense que c'est toujours intéressant de se dire qu'on n'a pas d'a priori sur les réponses. Et on va voir que pour le cas d'environnement, c'était ce qui se passait. Donc effectivement, maintenant, il y a aussi des gens qui analysent de plus en plus de pages web, des flux d'informations, des corpus de presse, des gens qui cherchent à traiter les blogs. Il y a toujours eu là effectivement des gens qui font de l'analyse des textes politiques, des textes de loi. Et effectivement, il y a aussi des gens qui analysent des ouvrages, des pièces de théâtre, des recueils de poèmes. Donc ça a été le cas effectivement quand quelqu'un avait cherché à... Enfin, c'était même une polémique, chercher quelles pièces de théâtre étaient attribuées à Molière alors qu'on pense qu'elles sont écrites par Corneille. Et donc c'est là qu'on servait la lexicométrie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, il y a aussi des entreprises qui sont très intéressées par ces méthodes, qui servent à analyser en fait les questions qui sont sur leur site ou qui cherchent à voir ce qui se passe dans les forums de discussion. Et aussi, il y a aussi une analyse sensorielle. Moi, je me souviens quand je me suis mise à cette méthode, il y avait déjà des gens de chez L'Oréal ou dans ces sociétés de recherche en développement qui faisaient des entretiens ou qui mettaient des questions ouvertes et qui voulaient un peu savoir à quoi faisait penser un produit. Donc ça, c'est l'analyse sensorielle. Donc c'est vraiment une vieille application qui existe depuis très longtemps. Donc l'exemple qu'on a pris, alors effectivement qu'on traite dans ce manuel, hein, donc vous allez voir, les sorties sont un peu anciennes, c'est ce qu'on appelle le corpus environnement, qui était la question. Alors c'est la souris qui marche. En fait, c'est donc un vieux questionnaire papier, effectivement, à l'époque, puisque l'enquête date de 1992. Donc, c'est une enquête de l'INED qui s'appelle Enquête Population, Espace de Vie, Environnement. Et il y avait une question ouverte qui était libellée comme ça. Si je vous dis environnement, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ça, c'est le ministère de l'Environnement qui avait commandité cette enquête parce que je crois qu'il n'y avait pas grand-chose il n'y avait pas beaucoup de données de ce côté-là. Et ils étaient en train de créer c'était les débuts d'un ministère de l'Environnement, donc ils voulaient un peu savoir ce qu'il y avait derrière la notion d'environnement grand public. Donc je pense que cette question, on peut encore la poser. Donc si vous voyez des exemples de réponses, voilà, on vous a mis quelques exemples de réponses. Donc alors, il y avait plus de 6000 questionnaires. Alors, tous étaient remplis. Donc voilà, les réponses, ça peut être quelqu'un qui a dit c'est tout l'espace en général, quelqu'un d'autre avait répondu c'est bien vivre dans le quotidien, quelqu'un d'autre avait répondu qualité de vie. Donc ça avait été saisi un peu comme ça, sans trop de consignes. Donc on voit qu'il y a des réponses avec des articles, des réponses sans articles, et que c'est vraiment quelques mots. Et c'est pas vraiment un texte très construit. Donc ça, c'est typiquement le type de réponse, de réponse à une question ouverte. Donc effectivement, sans logiciel d'analyse textuelle, après, il fallait coder ces réponses, donc lire toutes ces réponses et peut-être recréer des cases, donc des thématiques, et replacer dans les thématiques. Donc on peut s'amuser à faire l'exercice, en se disant, voilà, qu'est-ce que je mets dans tout l'espace en général? Est-ce que c'est la notion d'espace? Dans les réponses qui contiennent qualité de vie, est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que je vois pas mal de réponses, il y a nature, la nature, il y a une réponse qui contient problème, nature, écologie, vert, il y a quelqu'un qui répond
pour qui l'environnement c'est l'entourage. Voilà, bon, on peut vraiment essayer de coder, voilà, donc coder ces questions comme ça se faisait sans doute. Mais on va voir qu'effectivement, les méthodes de statistique textuelle peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Donc une première chose alors on a tendance à faire, parce qu'on est quand même un peu statisticien, moi je suis plutôt statisticienne, c'est que j'aime bien avoir quantifié un corpus. Donc avant de préparer un texte, c'est bien de dire combien de réponses on a, combien d'occurrences de mots on a. Donc effectivement sur ce corpus environnement, on avait effectivement, j'ai dit, il y avait eu environ 6000 questionnaires passés, on n'a que 4596 réponses, donc tout le monde n'a pas répondu à la question ouverte, ce qui représente plus de 28 000 occurrences de mots. Et là-dessus, en fait, on peut identifier, déjà, là c'est le logiciel qui a compté, vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui les ai comptés. Il a repéré 1773 formes distinctes. Alors, là, pardon, évidemment je tousse. Là, effectivement, il y a aussi du vocabulaire qui dit forme, c'est un mot. C'est ce que Lebar et Salem appellent des formes graphiques. En fait, c'est une suite de lettres. Donc, en fait, pour vous, dans votre tête, dites-vous que c'est un mot. Donc, dans ce corpus environnement, on repère qu'il y a 1773 mots différents. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en moyenne, ça se voit. Je suis embêtée avec cette. Ça se voit dans les réponses. En général, ça peut être un mot, 2 mots. Là, il y a un peu plus de mots, mais ce qu'on peut dire, c'est que là, on dit en moyenne, c'est une réponse contient plus de 6 mots. Mais attention, là, au terme de moyenne, en fait, on voit là, après la loi, là, ça suit plutôt une loi de Pareto, on voit qu'il y a quelques mots qui sont très fréquents, on va voir lesquels. Je maintiens un peu le suspense. Et puis, il y a aussi beaucoup de mots quelques mots qui sont très fréquents. Alors là, et puis beaucoup de mots qui sont peu fréquents. Est-ce que ça? Donc la première chose qu'on fait, qui est intéressant de voir, c'est lire le vocabulaire. Donc le vocabulaire, c'est cet ensemble de mots distincts qui sont liés au corpus. Donc il y a plusieurs façons de le lire, et là, il faut quand même passer. Alors c'est là qu'on c'est tout de suite dit avec France, c'est une façon plus ludique de lire ce qu'il y a dans les contenus des réponses que les lire quand on faisait l'analyse qualitative classique. Donc là, on se dit, bah, finalement, lire les mots distincts, il y a plusieurs façons de les lire. Donc on peut repérer les mots les plus fréquents, donc parce qu'ils sont souvent triés par ordre de fréquence croissante ou décroissante. On peut trouver aussi des mots mal orthographiés, des mots parce qu'il faut les corriger, parce que là, il faut se dire que là, le logiciel est tout automatique. Donc, un mot écrit d'une façon et le même mot écrit avec une belle faute d'orthographe, le logiciel, il verra 2 mots différents. Donc, la première lecture du vocabulaire, elle sert aussi, non seulement à s'approprier le corpus, mais elle sert aussi éventuellement à corriger les fautes. Et parfois, on cherche un mot et on se dit, bah, je crois que on s'attend à voir un mot et de l'avoir peut-être voir très souvent, et on se rend compte que finalement, il n'a pas été dit autant de fois que ce qu'on s'y attendait. Donc, parfois, lire le vocabulaire, c'est aussi se dire, bon voilà, j'ai un peu sur ce mot, je vais regarder comment il a été cité. Alors là, je vous sors une première sortie. Alors là, je vous ai prévenu, on a navigué, mais volontairement entre différentes sorties pour vous montrer qu'on ne s'est pas attaché à un seul outil et que plusieurs outils peuvent faire la même chose. Donc là, c'est une sortie du logiciel Iramutech pour ceux qui ont suivi le tuto sur Iramutech. Et on voit qu'en fait, le mot le plus fréquent, c'était l'article là, qui a été cité plus de 2000 fois. Bon, c'est pas très gros chez moi sur mon écran, peut-être chez vous c'est plus gros. Après le mot nature, le mot de, ensuite on voit le mot autour, on voit le mot entour. Donc là, on voit la fréquence. Donc là, c'est la liste des mots présentés sous forme de fréquence décroissante. Et ce que fait ça, bon, là, le logiciel en plus, là, le petit plus, c'est qu'il repère aussi le type de mot. Donc, si c'est un adjectif, un nom, un verbe, etc. Et ça peut être aussi intéressant de se dire dans un corpus, finalement, est-ce que j'ai beaucoup de verbes, beaucoup d'adjectifs? C'est une autre façon, une autre approche de lecture d'un corpus. Et ça, effectivement, grâce à ces comptages, c'est assez facile à faire, alors qu'effectivement, ce genre de choses à faire manuellement, ce serait un petit peu laborieux. Donc là, je vous ai aussi mis la référence d'un article de l'espace géographique que vous trouvez assez facilement sur Internet, d'où sont tirés ces résultats, en fait, écrits par Philippe Collomb et France Guérin-Paz, qui étaient les commanditaires de cette enquête, enfin, ceux qui ont traité l'enquête à l'INED.
Donc, pourquoi on voit la catégorie grammaticale de mots? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, et on verra que c'est maintenant de plus en plus fréquent, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, c'est qu'en fait, souvent, enfin maintenant, les logiciels, comme ils intègrent des dictionnaires, ils repèrent le type de mots. Et là, par exemple, je vous montre ce que fait Gramutech. C'est en fait, il va attribuer un code au mot, voir s'il va repérer si c'est un adjectif démonstratif, il va repérer si c'est un nom commun. Et après, en fonction du type de mot, il va choisir de leur donner finalement les rendre porteurs de sens, en disant finalement, est-ce que j'interprète on voit bien que quand on fait l'analyse qualitative classique, à la limite, les adjectifs, les articles, on va les oublier. On regarde plus nature, vie, entourage, que tous les articles qui sont autour. Parce qu'effectivement, ces articles, c'est ce qu'on appelle les mots-outils, ils aident à la construction de la phrase, mais ils n'apportent pas forcément du sens. Donc effectivement, ces outils-là, maintenant, ils permettent de repérer des mots, différencier l'analyse qu'on fera des mots qui sont porteurs de sens, de mots qui ne sont pas porteurs de sens. Donc là, par défaut, on voit que, tel que c'est fait par défaut dans Gramutech, mais ça peut se modifier, ils se disent qu'un adjectif est porteur de sens, un verbe est porteur de sens, c'est codé 1, alors qu'effectivement, un article défini n'est pas forcément porteur de sens. Et tout ça, on peut y revenir, mais là, en 1 heure, on n'aura pas trop le temps de faire le détail. Donc, une première sortie, donc je vous ai montré la liste, donc voilà, c'est une liste de mots. Effectivement, maintenant, ce qui est assez ludique et ce qui est très parlant et ce qui est très vendeur, c'est faire ce qu'on appelle les nuages de mots. Donc ça, c'est pas récent non plus, parce que dès 2009, il y avait une application en ligne qui s'appelait Wordle qui nous permettait de faire des nuages de mots et qui, par défaut, d'ailleurs, on voit tout de suite qu'elle avait enlevé les mots-outils parce qu'on ne voit pas le là, alors que c'était un mot très fréquent. Donc effectivement, nous, on est partagé entre le fait de faire ces nuages de mots parce que ça donne envie, c'est très parlant, mais bon, ça n'apporte pas trop d'informations, mais en même temps, ça dépend de l'usage qu'on a à en faire. En tout cas, ça fait partie aussi ce qu'on appelle la visualisation des données maintenant, effectivement, suivant l'usage, ça peut être assez joli de montrer un nuage de mots. Par contre, on fait attention à ce qu'il faut quand même un minimum mettre une légende, et là, il n'y a pas de légende, et on trouve ça très regrettable. Donc, ça aurait été intéressant de savoir effectivement le mot nature, combien de fois il a été cité. Mais voilà, c'est une autre présentation des données, c'est comme un graphique. Il y a la liste il y a le tableau de fréquence, puis il y a le graphique. À vous de choisir. En tout cas, là, bon, on a juste les mots les plus fréquents. Donc ça, là ce qu'on a vu avant, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'étape de lexicométrie. Finalement, on fait que des comptages sur les mots. On repère les mots les plus fréquents et on regarde un peu le vocabulaire. Maintenant, pour faire de l'analyse factorielle, ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est qu'il faut en fait construire des tableaux particuliers qu'on appelle les tableaux lexicaux. Je vais vous expliquer comment ça marche. Bon, déjà, en fait, le logiciel, parce que bon, c'est pas vous qui le faites à la main, mais vous imaginez bien que c'est le logiciel, en fait, il prend les réponses et il donne un numéro au mot. Donc pour là, mettons, il met le numéro 15, comme une adresse, qualité, l'adresse 27, et quand il revoit, donc ça, on voit en première ligne la première réponse, la qualité de vie quotidienne, une autre réponse contenait la nature, donc il remet un numéro 15 à la, etc. Donc là, en fait, il transforme le texte en tableau de chiffres. Sauf que là, il n'y a pas le même nombre de variables. En fait, il a autant de colonnes que le mot contenu dans la réponse la plus longue. Donc, ce n'est pas un tableau très carré. Donc, en fait, il ne peut pas travailler sur ce type de données. Donc, il y a encore une transformation qu'il effectue. Il construit ce qu'on appelle un tableau lexical entier. Tableau lexical. On verra que dans R, ça s'appelle Document Term Matrix. Document pour le texte, terme pour les mots et la matrice. Et en fait, qui met en ligne les réponses. Donc là, ce sont des unités de texte très petites. On avait vu que c'est des réponses à des questions verbes, donc c'est des textes très courts. Donc mettons la première réponse, elle contenait la nature, les arbres, des oiseaux. Et en colonne, il met les mots distincts du lexique. C'est le vocabulaire. Donc arbre, cadre, de, entoure, l'ordre n'est pas important. Et s'il voit le mot dans la réponse, il code 1. S'il ne voit pas le mot, il code 0. Et c'est ça qui est un tableau très très gros. Parce que je ne sais plus combien de termes distincts, je n'ai pas noté, mais il y avait, alors si, j'ai noté. Il y avait 1773 formes distinctes, donc mots différents. Donc ça veut dire que c'est un tableau qui a 1773 colonnes et 4596 lignes. Donc c'est ça, c'est gros tableau que les logiciels ne pouvaient pas intégrer en mémoire.
Alors, on appelle ça aussi un tableau hyper creux parce que finalement, il a plein de zéros. On peut le voir là. Il a plus de 0 que de 1. Et en fait, l'analyse factorielle va nous permettre de repérer quand il y a souvent des 1 ensemble. C'est bien. Donc pour nous, en fait, effectuer une analyse factorielle des correspondances sur tableau lexical entier permet de structurer l'ensemble des mots en fonction de la répartition dans les unités textuelles. Donc les unités textuelles, ce sont les textes. Et il va en fait rassembler des unités textuelles qui ont des mots similaires. Et la représentation graphique, c'est ce qu'on appelle un plan factoriel, comme en analyse factorielle classique. Et elle va nous permettre de visualiser la proximité des mots. Donc, encore une fois, donc deux mots sont d'autant plus proches qu'ils sont utilisés dans des contextes similaires. Donc, alors là, c'est une très vieille sortie, mais on l'aime bien, donc on la montre encore. Vous imaginez que là, en fait, ce sont les chercheurs qui ont rajouté le mot nature, mais l'analyse factorielle sur tableau lexical entier, elle a affiché ces mots-là. Les mots qui sont là, les mots qui sont là, les mots qui sont là, les mots qui sont là. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'univers lexical. Donc, on voit un univers lexical qui contient les mots jardin, arbre, soleil, forêt, oiseau, tranquillité, campagne, propreté. Et à l'opposé, on voit plutôt un registre lexical qui est plutôt entoure ce qui m'entoure, ce qu'il y a autour de moi. Donc déjà, on voit en fait une des premières thématiques qui en sort, ce sont plutôt une énonciation d'éléments de la nature, d'où avoir écrit nature, opposé à ce qu'il y a autour d'autour de soi. Ça, c'est sur l'axe 1. Alors, on avait vu que là, on avait retenu l'axe 1, 3, parce que c'était plus intéressant pour nous. Et on voit que sur l'axe 3, il y a une opposition entre avec des mots, avec un univers lexical qui contient les mots lequel j'évolue, j'habite, l'endroit où j'habite. Et là, on voit bien sûr le je, l'endroit où je vis. Et à l'opposé, on voit souvent, effectivement, cadre de vie ou qualité de vie. Et on voyait dans les réponses, l'extrait des réponses qu'on a vu tout à l'heure, il y a de réponses qui contenaient qualité de vie ou cadre de vie. Donc effectivement, vie, c'est un mot qui est concurrent à la fois avec cadre, ou avec qualité, ou ensemble. Alors on avait pareil. Hein, alors là, effectivement, là on regarde souvent les premiers plans factoriels, mais finalement on peut aller très loin dans les axes factoriels pour repérer des thématiques. Là on avait aussi un univers lexical avec des mots qui registrent à des sensations plutôt agréables. Silence, tranquillité, détente, loisir, plein air, voilà. Et donc c'est comme ça qu'en faisant une analyse factorielle finalement sur ce tableau, on commence à repérer des univers lexicaux, des oppositions entre univers lexicaux et finalement des thématiques. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut refermer une question, comme j'expliquais au début. Est-ce que ça va? Personne ne me répond, c'est un peu compliqué. C'est super bien. Ah oui, Damien a répondu plus, tu vois. Non, c'est très bien. Mais oui, tu es dans la solitude. Je suis dans la solitude, mais je vais continuer. Oui, je vois pas de questions apparaître, mais en tout cas, moi, j'ai plein de questions pour la suite. Hein, mais, Très bien. Donc, sur ce tableau lexical, on n'a aucune caractéristique sur les répondants. On a bien vu qu'on a travaillé que sur les questions ouvertes. On ne sait rien des répondants. Et parfois, quand on a effectivement une enquête type de l'INED, on va dire, on a plein de données sur les répondants, on a plein d'autres questions, et ça peut être intéressant de les mettre en relation. Donc, on va avoir deux applications. Donc, la première, deux applications avec deux types de données différentes. Alors déjà, quand je dis que les logiciels, ils créent des tableaux lexicaux, donc on a vu le tableau lexical entier tout à l'heure, qui croisait les réponses, les unités de texte avec les mots. Mais ces outils-là, ils permettent aussi de créer ce qu'on appelle le tableau lexical agrégé. Alors, c'est pas forcément spécifié, mais nous, on l'appelle tableau lexical agrégé. Je pense que le Bar et Salem l'appelait comme ça. En fait, c'est un tableau qui croise le vocabulaire avec les caractéristiques des répondants. Donc, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais en fait, là, j'ai mes mots. Et là, j'ai les modalités d'une variable âge en classe. J'ai les modalités d'une variable diplôme, j'ai les modalités d'une variable catégorie sociale.
Et en fait, à l'intersection de la ligne et de la colonne, on voit le nombre de fois où le mot a été dit par des personnes de telle catégorie. Donc ça ressemble à un tableau de contingence tout à fait classique sur lequel on peut faire des analyses factorielles. Et finalement, c'est ce qui va être fait. Donc on va faire une analyse factorielle sur ce tableau-là, permet de structurer l'ensemble des mots en fonction des caractéristiques des locuteurs. Donc les caractéristiques des locuteurs, c'est les caractéristiques qu'on a choisies. Ici, on avait choisi la variable classe d'âge, diplôme et catégorie sociale. On aurait pu en mettre plein d'autres. Et donc ça permet de faire émerger des groupes de représentation et des groupes de répondants. Donc on le voit. Alors là, la sortie est très très ancienne, mais elle a le mérite d'exister. C'était une sortie SPAD qu'on avait fait, qui est toujours l'article que je vous conseille vraiment de lire, parce que France Guérin-Pass, c'est Philippe Collomb, et il rédige très bien. Et on cherche parfois des exemples de rédaction d'articles fait avec ces méthodes-là, et pour moi c'est un bon exemple. C'est pour ça que je le cite encore et je le montre encore. Donc là, on a effectivement un plan factoriel où sont encadrés, ce ne sont pas les mots du corpus, là c'est les caractéristiques des répondants. Donc on voit plutôt effectivement les mots voisinage, bon voisinage, moi, ma maison. Cet univers lexical, c'est plutôt l'univers de personnes qui sont plutôt âgées, qui sont sans diplôme, qui sont inactives. À l'opposé, les personnes qui ont cité architecture, équilibre naturel, c'est plutôt des jeunes. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très novateur, mais qui est très visuel et qui est assez utile en fait. Alors on a aussi la notion de sécurité, d'immédiat, quartier. Et puis on a aussi les gens qui avaient dit plein air et centre. Alors là on a effectivement centre, c'est les gens qui avaient dans des communes, on avait dans les communes rurales ou au centre-ville. Alors comment on fait une analyse factorielle? On ne le montre pas dans cet exemple-là, mais on a évidemment des valeurs des contributions. Donc on a on regarde aussi les contributions sur les modalités, les contributions des mots. Et c'est avec ça qu'on a aussi des idées. Parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que sur un plan factoriel, on ne peut pas représenter tous les mots. Pour environnement, j'avais dit qu'il y avait 1773 mots distincts. Vous imaginez bien que là, on avait fait ça avec SPAD, on n'avait pas gardé tous les mots, parce qu'en fait, c'est pas, on ne lit plus rien. Donc, on avait gardé que les mots qui avaient les contributions les plus fortes, puisque c'était les mots les mieux représentés. Alors, il y a aussi une chose qu'on a dit dans le résumé, c'est qu'il faut aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même aussi très vite retourner au texte, parce qu'un des biais, c'est qu'on a tendance parfois, une fois qu'on est tombé dans un tableau lexical agrégé, on va vite interpréter le mot et on cherche très vite à donner du sens au mot. Alors, c'est très important de retourner au contexte du mot. Donc là-dessus, je vous ai montré que c'est ce qu'on appelle un calcul, une recherche de concordance. En fait, avec ces outils-là, on recherche des mots et on cherche finalement l'unité de réponse. On regarde l'ensemble de la réponse et pas que le mot, parce que c'est l'ensemble de la réponse qu'il faut interpréter. C'est pas que le mot. Donc effectivement, derrière naturel, il y avait des gens quelqu'un avait dit l'équilibre naturel, quelqu'un avait dit le bonheur de vivre dans un endroit le plus naturel possible. Voilà. Donc ça, cette recherche de concordance, c'est typiquement ce qu'on appelle faire un retour au texte. Et ces outils-là, ils permettent de très vite retourner au texte et il faut surtout vraiment retourner au texte. Là, voilà. Et souvent, on regarde ce qu'il y a effectivement à l'opposé sur les axes. Une deuxième type d'application qu'on a donné, parce que je vois que le temps passe, c'est que, en fait, il y avait aussi quelque chose d'assez original dans ce questionnaire. En fait, ils avaient mis derrière une liste de mots, une liste d'adjectifs, et derrière cette question ouverte, en fait, on proposait aux répondants de cocher si, pour eux, ils associaient ce nom ou cet adjectif à l'environnement. Donc, il y a écrit voici une liste de noms, lequel vous sembliez la notion d'environnement. Parce que l'embêtant d'une réponse à une question ouverte, c'est que la question ouverte, c'est du spontané. Donc, on peut interpréter sur les mots qui sont dits, mais ce qui n'est pas dit, on ne sait rien sur ce qui n'est pas dit. Donc là, c'était une façon de faire émerger, de voir si finalement, il y avait des choses qu'ils avaient oublié de dire, et quand on leur propose, ils disent, bah oui, finalement, ça, je l'associe à l'environnement. Donc là, c'est ce qu'on appelait, en fait, traiter simultanément une question ouverte et des questions fermées.
Et là, en fait, pour construire le tableau lexical, ça va être le même principe. En ligne, on aura les mots du vocabulaire, donc les mots qui ont été dits spontanément. Et en colonne, on a les réponses aux questions fermées. Donc là, en fait, on avait vu si le nom était associé, l'adjectif était associé, on avait codé associé oui, associé non, etc. Donc le plan factoriel qui en résulte, ressemble à ça. Donc on a effectivement des oppositions. Donc effectivement là, il y a tout un registre de mots forêt, mer, campagne, montagne, bois, enfin des éléments de la nature. Et les gens qui avaient cité ça, ils n'avaient pas cité bruit, ils n'avaient pas cité l'environnement à la ville, ils n'avaient pas cité l'environnement à la violence. Par contre, ceux qui avaient parlé plutôt de travail, de beaucoup des environs, ils avaient dit pour eux l'environnement c'est associé à la violence, à du danger, à la vie. Voilà, c'est un autre type d'application pour montrer qu'on a créé le tableau lexical agrégé. Et là, on a structuré en fait l'information avec les mots et d'autres données qu'on a sur les répondants. Alors, il y a une dernière démarche qui peut être utile, parce que comme on a vu tout à l'heure, le nuage de mots, c'est visuel, c'est bien vendeur, mais on ne sait pas finalement... ça peut être intéressant de se dire qu'effectivement, si on a d'autres caractéristiques sur les répondants, si dire, mettons, si c'est une variable d'âge, si le mot est cité autant par tout le monde, ou il est plutôt cité par des jeunes, ou plutôt cité par des personnes âgées, etc. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle le calcul de spécificité. Donc, et c'est là que le logiciel, très vite, il peut créer deux sous-corpus en fonction d'une variable. Donc là, mettons qu'on ait la variable âge. Et en fait, le corpus est découpé sur les modalités de cette variable. Et en fait, il fait d'un test statistique pour repérer si ce mot est très spécifique à cette sous-population ou pas. Donc, il calcule ce qu'on appelle une fréquence relative ou une fréquence globale. Donc, la sortie ressemble à ça. Alors là, c'est aussi des vieilles sorties parce que c'est environnement. Donc, en fait, on voit que le mot nature, il a été cité 2125 fois sur 2125 fois au total, et il a été cité 311 fois par des jeunes de 25 à 35 ans. Donc là, en fait, ces outils-là, parce ils vous affichent finalement les mots les plus spécifiques qui classent par valeur test et avec une probabilité, et ils vous montrent que finalement, les jeunes, ils ont plutôt cité nature, écologie, lieu, protection, planète. Alors que les plus âgés, je regarde les classes extrêmes, ceux qui ont plus de 65 ans, ils ont plutôt dit, pour eux, l'environnement, c'était le voisinage, relation agréable et l'environnement immédiat. Alors, et on peut effectivement faire ce tableau-là avec toutes les variables qu'on a dans notre corpus, toutes les caractéristiques qu'on a données. Donc, on peut avoir le diplôme, etc. Voilà, je fais une petite pause si quelqu'un veut me poser des questions sur l'environnement. Sinon, je continue avec un autre corpus. Je continue. Alors, tout à l'heure, j'ai invité les participants à intervenir ou à poser des questions sur le chat. Il n'y a eu aucune manifestation. En tout cas, c'est très clair. Là, tu continues encore sur le... Je suis dans les temps. Dans les temps, on a commencé un peu en retard. Il est quoi? Il est 4h moins 10. Tu continues sur l'autre exemple et puis. Voilà. Je peux vous montrer un autre exemple et si on a un peu de temps, je peux vous montrer comment c'est fait avec les logiciels, mais bon, c'est plus casse-gueule qu'autre chose. Donc pour l'instant, je continue avec mes petites diapos. Voilà. Donc on va faire le parallèle, comme ça va permettre de voir en fait, revoir des sorties sur un autre corpus et peut-être avec d'autres outils. Parce que là, ce que j'ai montré, c'était plutôt des sorties faites avec SPAD. Parce qu'effectivement, comme on avait commencé avec SPAD à l'époque avec France, puis on est attaché à SPAD, qui est un bon logiciel d'analyse factorielle, qui permet d'avoir des graphiques, on peut retravailler les graphiques. Il est assez souple, il génère aussi des tableaux qui sont immédiatement exploitables. Donc effectivement, c'est un logiciel qui est un peu cher, mais qu'on a la chance d'avoir encore à l'INED. Donc comme on a la chance de l'avoir encore, on l'utilise encore. Mais là, si on regarde Roadmap, on va être avec un autre outil. Donc Roadmap, en fait, c'est une enquête qui date de 2009, qui est quand même beaucoup plus récente qu'Environnement, même s'il commence à être ancienne. C'était une enquête qui avait été faite sur la vision de l'Europe dans le monde. C'était un projet européen, financé par l'Europe.
Donc là aussi, il y a un article qui en est sorti, qui est dans CyberGeo, que je vous invite à lire. Donc, je vais vous en faire une présentation rapide. Donc, en fait, sur cette enquête, donc on voulait avoir le ressenti, savoir comment les étudiants se représentaient l'Europe. Donc, pour ça, en fait, l'équipe a interrogé plus de 9000 étudiants, qui étaient dans 18 pays différents, et pour chaque pays, dans 3 villes différentes. Alors, en fait, les pays avaient été pas forcément choisis au hasard, donc ils avaient cherché des pays qui étaient plutôt proches de la France et d'une Europe, on va dire, assez classique, des pays d'une Europe plus éloignée, et on va dire, après, des pays encore plus loin de l'Europe. Donc, on voit cette belle carte. Et en fait, là, on voit les pays interrogés et les villes. Et en fait, l'échantillon a été stratifié en fonction des pays et des villes, et aussi en fonction des domaines d'études des étudiants. Donc, c'était des étudiants en sciences humaines et sociales, des étudiants dans le domaine de la santé, des étudiants en école de commerce, des étudiants en école d'art, en sciences politiques, et des étudiants en sciences de l'ingénieur. Là, on a les villes d'enquête. Donc, le questionnaire a été fait comme ça. Donc, il y avait une belle carte, et on leur demandait de dessiner le contour de l'Europe. C'est ce qui a donné lieu à cette belle carte mentale que vous voyez là, où en fait, on voit que les contours de l'Europe, c'est pas forcément les mêmes contours. Donc, effectivement, la notion de l'Europe, elle ne sera vraiment pas forcément unique. Et donc, derrière cette carte mentale, donc c'était vraiment un petit questionnaire, il n'y avait que 4 pages. Et la question a été posée comme ça: quels sont les mots que vous associez le plus à Europe? Choisissez 5 mots au maximum. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, c'était effectivement, donc les étudiants étaient interrogés dans différentes parties du monde. Donc, le questionnaire était posé dans la langue d'enquête, dans le pays d'enquête, dans la langue du pays d'enquête, pardon. Et en fait, c'était saisi en ligne par des équipes sur place, et les questionnaires étaient traduits dans une langue unique, qui était l'anglais. Et donc, les réponses. Donc voilà, je vous montre un extrait des réponses. Donc là, ça ressemble aussi sous forme de tableau. Donc on a des caractéristiques sur les enquêtés. Donc là, on a la ville d'enquête, le pays d'enquête, donc à Lyon en France, des étudiants en sciences de l'ingénieur ou en sciences en santé, bon, garçons ou filles, et puis on avait aussi un niveau de revenu des parents. Et en fait, c'était déjà, ça se présentait sous cette forme. En fait, là, le premier étudiant, il avait cité que 2 mots. Enfin, on lui a demandé 5 au maximum. Hein. Il citait le community ou terme. Hop, pardon, je vais un peu vite. Donc, il y en a évidemment qui n'avaient pas associé de mot à Europe. Donc là, ils n'ont donné aucun mot. Il y en a un qui dit Word, libéralisme, pro-américaine, etc. Donc, en fait, après, on a reconstruit les unités de texte. Et là, on avait choisi de se dire, on considère que ces 5 mots font une espèce de phrase. Et donc, on se dit que l'unité textuelle qu'on va analyser, finalement, c'est l'ensemble des mots. Et on s'est dit, et puis on a bien constaté que certains avaient cité 5 mots, certains en avaient cité plus que 5, parce qu'en fait, c'était un effet de traduction. Un mot pouvait avoir été traduit par une expression, et donc finalement, les réponses contenaient plus de mots. Donc là, je vous montre une sortie qui est faite avec... Donc là, j'ai utilisé le logiciel Artemis. On en parlera peut-être un petit peu. C'est un plugin de R Commander. Donc, c'est un outil qui est fait dans R, avec une interface de R, que j'utilise aussi un petit peu. Voilà. Donc là, effectivement, il m'a fait comme tout à l'heure. Comme vous voyez, en fait, on voit le lexique. Donc, la liste des mots les plus par ordre de fréquence, donc occurrence décroissante. Donc, le mot le plus cité, c'est union, qui a été cité 1161 fois. Après, on voit le mot developed cité 996 fois. J'ai aussi ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une description du corpus. Donc, j'aime bien, moi, qu'on affiche le nombre de mots, le nombre de mots total, le nombre de mots différents. Donc, finalement, c'est le vocabulaire associé au corpus. Le pourcentage de mots différents, ça peut être aussi intéressant. On voit bien que là, on a différencié le corpus les réponses des filles, des réponses des garçons, et on voit finalement qu'il y a les filles peuvent citer plus de mots différents, ont un vocabulaire qu'on appelle plus riche parce qu'il y a plus de mots différents que les garçons sur cette question-là. Alors, une chose que Artemis ne fait pas,
Et là, c'est pour vous montrer que c'est possible. En fait, par défaut, vous allez voir qu'Artemis, c'est faire du R pour les paresseux comme moi, c'est-à-dire c'est faire du R avec une interface graphique et surtout des menus déroulants. Et on voit que dans Artemis, on peut rajouter du code. Et donc, dans Artemis, il n'y a pas de menu pour faire un nuage de mots, mais on peut rajouter les lignes de commande qui permettent de créer le nuage de mots. Donc là, effectivement, l'équivalent de ce tableau, j'ai fait un nuage de mots qui a sûrement trop de mots qui n'est pas du tout lisible, mais pour vous montrer qu'on peut faire un nuage de mots. Donc, après, pour revenir. Donc là, c'est tout ce que j'ai appelé la lexicométrie. Là, j'en viens à mon tableau lexical. Comme tout à l'heure, ce qui était vraiment intéressant pour les équipes, c'est de voir si la vision de l'Europe était partagée ou si les visions étaient différentes selon les différentes parties du monde. Donc, ils ont cherché à structurer le tableau lexical. Donc, on a croisé les mots avec les pays, la variable pays d'enquête. Donc, comme tout à l'heure, on revoit notre tableau de contingence tout à fait classique sur lequel on va pouvoir faire une AFC. Donc là, c'est un tableau qui est... Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une sortie faite avec Artemis, mais avec Iramutec, on a les mêmes traitements et on a les mêmes types d'analyse. Et là, c'est pour vous embrouiller encore un petit peu plus. Ça, c'est une sortie SPAD parce qu'elle est jolie. Et on voit quand on fait une analyse factorielle, ben, qu'est-ce qui s'affiche? On a les valeurs des contributions par axe. Et ce que j'ai mis là, alors pourquoi on a utilisé SPAD? C'est qu'en fait, finalement, SPAD, il y a une fonctionnalité qui est très pratique pour l'instant et qu'on n'a pas dans tous les outils. C'est qu'il nous a permis de mettre des modalités en supplémentaire. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quand même peu de réponses qui venaient des étudiants d'Azerbaïdjan, d'Égypte ou de Suède. Et donc, on s'est dit, faut quand même se méfier quand on fait une analyse factorielle, il faut que ce soit à peu près réparti. Et donc, du coup, on avait traité ces trois modalités en éléments supplémentaires. Et donc, si on regarde les valeurs des contributions, on voit que sur l'axe 1, il y a une contribution très forte sur la modalité Chine. Après, elle est d'une valeur à peu près équivalente sur les modalités Belgique ou France. Et après, les valeurs sont très petites. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ça, c'est qu'on avait aussi, on s'était dit, on avait fait de façon beaucoup plus grossière, on avait mis toutes les variables qu'on avait dans le questionnaire. Et donc, on avait mis, effectivement, dans l'analyse factorielle, au départ, on avait mis pays d'enquête, on avait mis le genre, le diplôme, etc. Et on avait vu que sur les valeurs des contributions, les modalités des autres variables, on va dire les catégories sociodémographiques tout à fait classiques, les valeurs étaient très, 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 très petites. Donc, ça veut dire que vraiment, ce qui jouait énormément, c'est la variable pays. Donc, finalement, c'est ce qu'on a gardé. Donc, on devine à la lecture du tableau, sans voir le graphique, que sur l'axe 1, il va se passer quelque chose avec la Chine et aussi peut-être la France et la Belgique. On devine quand même que la vision ne devrait pas être forcément la même entre la Chine et les autres pays, mais on verra ce qui se passe. Pour l'axe 2, on voit que la valeur est très forte pour le Cameroun, 50 aussi. Elle est assez forte aussi pour la Chine et elle est encore un petit peu plus forte pour la Russie et le Sénégal. Sur l'axe 3, là, on voit une valeur 57. On se dit, là, sur l'axe 3, il va y avoir un effet sûrement étudiant interrogé en Russie. Et ainsi de suite. Donc, je vous montre l'axe factoriel. Fait encore une fois avec SPAD parce que c'est un peu plus souple pour faire des sorties graphiques. Mais il n'est pas si lisible que ça parce qu'encore une fois, là, on a pris le choix de garder tous les mots, enfin beaucoup de mots, et il y en a encore trop de mots. Mais c'est vrai que l'avantage de SPAD, c'est qu'on a pu faire bouger les mots pour pas que ça se superpose. Ce qui n'est pas le cas des outils comme Iramutec pour l'instant ou Artemis. Pour l'instant, avec ce qu'on a, on ne peut pas déplacer les mots. Et quand on traite des mots comme ça, c'est quand même bien pratique si on veut les lire. Donc, on revient sur notre axe 1, il est là. Donc, on voit une opposition entre les mots cités par les étudiants en Chine, qui seront plutôt de ce côté-là. Donc, on a vu qu'ils étaient un peu sur l'axe 1 et l'axe 2, donc c'est logique qu'ils soient là. Et les réponses des étudiants interrogés en France et en Belgique. Et donc, effectivement, ce qui veut dire que les étudiants interrogés en France et les étudiants interrogés en Belgique ont dit des mots tout à fait similaires. Donc, je vais les retrouver là. Je suppose que vous les lisez ou pas, pas tout le monde. Moi, c'est tout petit sur mon écran. Mais en fait, les étudiants... Alors, je vais citer quelques mots ici, en fait. Ici, on a Schengen, Opening, Space, Circulation, Identity. J'ai un très bon accent anglais, c'est pour Damien.
fais pas d'effort. Border, community. Et du côté des étudiants interrogés en Chine, on a plutôt romantique, high quality, leisure, cold, enfin flourishing, un registre totalement différent. Si on regarde sur l'axe 3, alors là, on a encore un autre, des mots encore très différents. Vous voyez bien que ça a bien structuré le corpus en fonction vraiment de d'autres. C'est caractéristiques des locuteurs, donc les caractéristiques individuelles qui sont là, le pays d'enquête. Donc pour les étudiants interrogés au Cameroun ou au Sénégal, ils ont cité plutôt esclavagisme, arrogante, exploitation, murder, racisme, etc. Et comme tout à l'heure, une fois qu'on a les mots, bon, c'est intéressant de retourner au texte, de regarder effectivement la réponse. Et de regarder aussi, on va aller plus loin, les mots spécifiques. Donc effectivement, les mots spécifiques des étudiants interrogés en Chine. Il y a le mot romantique, developed, rich, elegant, classical, advanced, flourishing. Alors que le mot spécifique des étudiants interrogés en France, mais comme on a vu tout à l'heure, les étudiants interrogés en Belgique ont à peu près cité les mêmes mots. On a exchange, union, trade space, euro, common, power, free, student, Schengen. Alors là, pour le plaisir, je vais vous montrer les mots plutôt cités par les étudiants interrogés en Russie, qui est plutôt Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Coco Chanel, BMW, Mercedes, etc. Donc c'est encore des mots complètement différents. Alors là, je vous montre que on l'avait fait avec SPAD, mais on peut faire exactement la même chose avec Artemis. J'ai fait un tableau lexical, j'ai croisé ma variable pays d'enquête, mes mots, et j'ai de la même façon mes contributions aux axes. Même si c'est pas la même présentation, on a des résultats totalement similaires. Et aussi, on a du vocabulaire spécifique de la même façon avec Artemis. Voilà. Je fais un dernier point sur les logiciels très rapidement pour ceux qui sont intéressés par les logiciels. Donc en fait, pour revenir par rapport à notre première diapositive sur ce qui était la différence entre analyse qualitative et statistique textuelle, pour moi, des logiciels de statistique textuelle, c'est des logiciels qui permettent de faire des calculs de lexicométrie, donc du comptage de mots, qui permettent de repérer les spécificités lexicales, donc le vocabulaire spécifique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui permet très rapidement d'aller par mot, d'aller voir le contexte d'utilisation. Donc effectivement, avec Iramutech, par exemple, par un clic droit, on fait un clic droit sur un mot et on a l'ensemble des réponses qui contiennent ce mot. Donc très vite, on voit derrière le mot l'ensemble de la réponse. Ces outils, ils construisent des tableaux lexicaux. Donc c'est ce qu'on a vu, tableau lexical entier, tableau lexical agrégé. Et ils permettent de faire des analyses factorielles, des classifications automatiques. Donc, effectivement, il y a alors le package text mining de R est sorti en 2008. Donc effectivement en 2008, dans R, il fallait effectivement écrire les scripts. Mais en fait, on s'était assez vite rendu compte qu'effectivement, qu'il permettait de faire du comptage de mots, qu'il permettait de rapporter des mots à la racine, c'est ce qu'on appelle la lemmatisation. On y reviendra si vous avez des questions par rapport à ça. Et à partir de ce package-là, ont été écrits ce plugin de R Commander qui s'appelle Artemis, dont je vous ai montré des sorties, qui se présente comme ça. On est dans R Commander, on a des menus déroulants, on paramètre les menus, ce qui écrit le script, et une fois qu'il est exécuté, les sorties sont là. Donc c'est pas forcément très joli, mais c'est très pratique. Et le menu, le R, c'est un greffon de R Commander, donc c'est un menu de plus qui s'est ajouté là, et qui nous permet de importer le corpus, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, afficher le corpus et le regarder, faire le dictionnaire des termes, c'est finalement lire le vocabulaire, c'est l'étape qu'on a vu tout à l'heure, gestion du corpus, et il nous permet par exemple de créer le sous-corpus des hommes, le sous-corpus des femmes, voilà, créer des sous-corpus, ou garder que les réponses qui contiennent, mettons, le mot romantique. Il nous fait et il nous permet de là de faire l'analyse des correspondances, c'est ce qu'on a vu, l'analyse factorielle, et de faire de la classification.
Bon, je passe sur les détails sur les sorties graphiques. Donc, on a aussi Iramutech, pour ceux qui ont vu le tuto de Terratino qui nous montre vraiment en détail comment fonctionne Iramutech. C'est pour ça que là, je passe très très vite sur cet outil-là. Mais c'est pour moi, enfin, pour nous, c'est un outil qu'on utilise parce qu'il est quand même très facile à utiliser. Il permet de faire plein de choses. Et SPAD, alors c'est pour ceux qui ont encore SPAD, mais c'est vrai que SPAD, il est assez intéressant parce qu'en fait, il permet de paramétrer chaque méthode par un clic droit et en fait, il nous permet de construire un cheminement et on trouve qu'il est encore assez intéressant. Et l'avantage, c'est aussi ses sorties graphiques, parce qu'effectivement, on peut retoucher les graphiques, rajouter des couleurs, en fait, on peut vraiment faire plein de choses sur les graphiques, et là-dessus, il est très intéressant. J'ai presque fini. Alors, une chose qu'il ne faut pas négliger, parce que dans l'analyse, c'est pas que du clic-bouton, c'est avec les logiciels, c'est surtout, il y a une grosse phase de préparation du texte. C'est pour ça que je disais que finalement, faire une analyse de réponse à des questions ouvertes, c'est assez coûteux, plus en temps maintenant, parce qu'effectivement, suivant les outils, il faut préparer le texte, nettoyer le texte. Alors, on a parlé des fautes d'orthographe qu'il faudrait nettoyer, des abréviations qu'il faudrait effectivement remplacer par un mot. Donc, il y a toutes ces phases-là par lesquelles il faut passer. Alors, quand on a des textes courts, comme les réponses à des questions ouvertes, finalement, les réponses peuvent être saisies dans un tableur. Donc là, on a la réponse à la question ouverte et les caractéristiques individuelles. C'est ce qu'on voit sur environnement. Pour Iramutech, qui est anciennement Alceste, ça se présentait. Alors la mise en forme est quand même très particulière, donc il faut la préparer. Donc moi je peux la bidouiller en Excel, ou j'ai un programme SAS qui me permet de le faire à partir des données sous forme de base SAS, ou un script de R qui permet d'écrire ce qu'on appelle la ligne étoilée sur laquelle on met les caractéristiques du répondant. Donc en fait le répondant qui a répondu c'est tout l'espace en général. C'était le questionnaire numéro 2, il était âgé entre 20 et 29 ans, il était diplôme supérieur, il était ou enseignant ou étudiant, il habitait dans une très grande ville et il a un revenu faible. Donc première réponse avec les caractéristiques du répondant, deuxième réponse caractéristiques du répondant, donc on n'est plus au tableau de données, donc il faut vraiment transformer effectivement ces données sous forme de tableau, parce que souvent c'est comme ça que vous les avez, en fichier texte .txt et qui peut être fait avec n'importe quel éditeur de texte, mais c'est un fichier texte. Donc en fait, Iramutech, quand vous entrez votre corpus, il vous demande qu'un fichier .txt qui ressemble à ça. Donc là, il y a des éléments de bibliographie. J'ai peut-être, comme vous aurez la présentation, vous l'aurez là. Et je cherche ma conclusion que je ne trouve pas, mais derrière. Je l'ai sauté. Là, c'était je vous avais gardé des trucs pour les questions. J'ai perdu ma conclusion. En fait, je la connais quand même. Hein. C'est pour dire qu'en fait, ça permet très très vite de vraiment fouiller son texte, trouver des structures dans les données. Ça nécessite quand même d'avoir des connaissances sur la thématique. Donc là-dessus, j'ai encore un métier de statisticien. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour moi d'interpréter, de donner du sens aux réponses et d'interpréter les résultats. D'où notre association assez intéressante avec France Guérin, c'est vrai, qui est chercheur et qui connaissait la thématique. Et c'est vrai qu'à deux, on avance bien, on peut vraiment trouver des résultats intéressants. Alors qu'un statisticien il sait interpréter les résultats d'une analyse factorielle, mais après, donner du sens derrière les mots, savoir ce qui est dit, on est quand même assez limité. Par contre, ces outils et ces outils, ça permet très très vite d'aller extraire des sous-corpus, aller chercher un mot, un contexte d'utilisation d'un mot. Et ça a l'avantage aussi d'être très visuel. Et finalement, montrer le résultat d'une analyse factorielle, c'est une sorte de synthèse à un résultat qu'on peut avoir, mais effectivement, montrer des mots et montrer des caractéristiques sur les répondants, c'est assez intéressant. Voilà, ma conclusion. Je m'arrête là. Eh bien oui, elle est très bien cette conclusion. Ben, félicitations, tu as carrément réussi à nous faire l'intégralité de ton diaporama de 68 pages. Donc encore une fois, pour les participants, ben, vous pouvez poser des questions par le module chat. Je peux vous donner la parole éventuellement, mais alors là c'est compliqué. Si je réactive les micros de tout le monde, je pense qu'on va faire un véritable Larsen général. Non, mais on peut chacun activer son micro si on en a besoin. Hein.
Pour les participants, je redonne pas la main dessus. On n'est plus sous Webex. Ben, si vous voulez poser votre question à l'oral, essayez de réactiver votre micro. Mais je pense qu'a priori, ça ne doit pas pouvoir fonctionner. Bon, ben, merci Bénédicte. J'avais plusieurs questions, notamment, c'est une question remarque moi, sur le nuage de mots. Il y a une question dans le chat aussi. Ouais. Ah pardon, ouais. Damien, non, tu voulais poser une question? Non, je disais, il y a une question dans le chat. Oui. Ah ouais, sur la segmentation des textes. Alors, je pense que, effectivement, je sais pas si Bénédicte, tu vois la question dans le chat là, de Philippe Ménanto. Sur la segmentation des mots, sur comment en fait on repère les mots dans le corpus entre guillemets qu'on récupère. C'est vrai que des fois, par exemple, les gens peuvent répondre par des expressions. Par exemple, en mettant une expression où il y a deux mots. Est-ce que tu vois, vous attachiez de manière particulière à l'importation des données dans les logiciels? C'est vrai que sur les questions ouvertes, la question de la délimitation n'est pas forcément aussi cruciale que dans des textes. Enfin, c'est moi ce que je penserais a priori. Je ne sais pas quel est ton avis dessus, Bénédicte. Et en fait, du coup, la question est sur l'influence en fait des paramètres de segmentation sur les résultats et sur les analyses qu'on fait des réponses, quoi. C'est vrai que là, je n'ai pas du tout évoqué, parce que des réponses à des questions ouvertes, c'est ce que j'appelle des textes courts. Donc, effectivement, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de segmentation. C'est vraiment ce qu'on a montré dans le tableau lexical. Là, c'est que l'unité d'analyse qu'on prend, c'est vraiment la réponse à la question. Dans le cas d'entretien de texte long, effectivement, c'est découpé. Et ça, selon les outils, c'est découpé de façon différente, parce qu'effectivement, RTBIS, il peut découper en paragraphes. Iramutec, la méthode Alceste, il découpe en fonction du nombre de mots porteurs de sens qu'on a choisi d'analyser parce qu'on a codé 1 dans l'option lématisation que j'ai montré au début. Mais pour les réponses à des questions ouvertes, il n'y a pas de découpage. Donc il n'y a pas d'influence de découpage parce qu'il n'est pas découpé. Je ne sais pas si la réponse vous va. Et pour si j'ai bien compris la question de Benoît, en fait, quand il y a répétition d'un mot dans une réponse, la méthode Alceste, en fait, faisait qu'il le comptait qu'une fois, en fait. Il comptait le mot qu'une seule fois. Pour les gens qui se répètent et qui redisent 3 fois le même mot dans la réponse. Mais dans le cas de texte court, c'est quand même assez peu fréquent. Est-ce que c'était ça la question? Ça apportait plus, par exemple, c'est pas tant un problème d'analyse de données textuelles que d'enquête, de questions ouvertes dans les questionnaires. C'est vrai que souvent, on est un peu gêné. On propose aux gens soit qu'est-ce que le mot environnement vous évoque, donc une réponse libre. Les gens répondent soit par des phrases, par des expressions, par des mots. Nous, à chaque fois, on se dit, mais non, c'est pénible, on va limiter, on va essayer de limiter les réponses, on va dire, voilà, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit. Et à chaque fois qu'on fait ça, il y a toujours une part non négligeable des enquêtés qui nous mettent des expressions, qui nous mettent des phrases, parce que des fois, c'est des sujets sensibles, donc les personnes ont envie de répondre. Et en fait, on a toujours un matériel des réponses qui sont assez hétérogènes, quoi. Avec France, on dit que c'est souvent un matériau assez mou, en fait, parce qu'effectivement, derrière, il y a plein de choses. Et finalement, les mots porteurs de sens, c'est un peu toujours les mêmes, quand même. Parce que sur la masse d'un corpus, de masse de texte, il restera toujours des choses intéressantes. Il y a toujours des choses, je ne dis pas que ça pollue, mais dont on ne fera pas grand-chose. Alors, donc, il y a une nouvelle question qui est arrivée, là, de Laurence Tual. Tu la vois? Bénédicte? Juste, moi, je poserais bien la question différemment. Je ne sais pas si j'ai compris comme ça la question de Benoît, mais par exemple, imagine quelqu'un répond va en guerre. Est-ce qu'il faut le coder comme un seul mot ou est-ce qu'il faut le laisser en 4 mots, si je compte bien? Il faut le laisser comme ça, puis il va être tout seul, parce qu'il y en a que 2 qui auront répondu va en guerre, et ça va être dans un axe, l'axe 20 qu'on ne regardera même pas. Finalement,
Mais tu peux avoir une expression plus courante que je sais pas, j'en vois pas, mais C'est-à-dire des mots qui sont toujours ensemble. Alors effectivement, il y a par exemple, il y a l'exemple c'est-à-dire. du ne sait pas. Tous ceux qu'on dit ne sait pas quand ça a Ouais. été codé, quand les gens ont vraiment codé au clair ne sait pas, sur le plan factoriel, on aura à côté ne, sait et pas. Et Et là, donc on a ça fait un intérêt à les axe remettre. factoriel. Et là, on a intérêt à les remettre ensemble, à les recoder ensemble ou pas? Ils seront ensemble de toute façon. Donc après, on peut choisir de les enlever, ou sinon, on dit, il y a l'axe et les ne sait pas, et puis on va commencer à interpréter l'axe 2. Parce que c'est sûr que ne sait pas, ce sera toujours à côté. Effectivement, où c'est compliqué, c'est ça recherche des co-occurrences. Donc effectivement, co-occurrence, ne, sait et sait pas, c'est toujours à côté. On a bien vu ça, il y avait aussi dans les réponses, pour ça que je les ai rapportées, les gens qui ont dit qualité de vie. Voilà, il se trouve que dans le plan factoriel, qualité de vie, je vais la voir là. Donc il n'y a pas de qualité de vie. On voit bien que qualité et cadre de vie, ils sont très souvent co-occurrents. Et donc ils s'isolent des autres mots. Mais est-ce que dans un plan justement factoriel qu'on veut publier, on a intérêt à les regrouper Non. ou pas? Ils seront à côté. D'accord. En fait, il y a vraiment intérêt, surtout, bon, ça c'est vraiment de la technique d'analyse exploratoire. Au départ, on ne fait aucun codage, on laisse faire. On laisse faire, on regarde ce qui se passe. Nous, effectivement, avec France, les ne sait pas, on avait dit, finalement, on a enlevé des mots du lexique, on a dit ne sait pas, j'enlève tous mes ne sait pas. Mais on n'a pas intérêt à retoucher les mots, il faut vraiment laisser tels qu'ils sont. Après, on se rend compte que des mots qui veulent dire la même chose, effectivement, un mot singulier pluriel, si vraiment il était dit avec les mêmes mots, ils seront tous presque pratiquement superposés. D'où l'idée de certains, et c'est ce qui se pratique souvent, c'est ce qu'on appelle la lématisation, qu'on n'a volontairement pas voulu trop aborder là, où effectivement les outils, souvent, ils proposent de raccrocher le mot qui a la même racine sur une forme racine. Mais ça, c'est en deuxième étape, si on est sûr qu'ils sont vraiment placés à côté. On a un exemple qu'on donne, c'est la liberté, les libertés. C'est pas forcément la même chose dit avec les mêmes mots, avec les mêmes mots. Donc, si effectivement on met ça sous la même racine, on peut déjà perturber notre texte. L'espace et les espaces, pour un géographe, c'est pas du tout la même chose. Donc, les mettre ensemble, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc, vraiment, l'idée, c'est on laisse faire, on regarde le plan factoriel, on voit, quand on fait une analyse factorielle sur un tableau lexical, ce qui se positionne à côté. Parce que là, on voit un truc intéressant. On voit par exemple le je, moi, je vis, là, voilà. Non, le je, le milieu dans lequel je vis, il y a ce qu'il y a autour de moi. Et là, on voit le là, il est là, parce qu'il est très souvent dans les réponses, on avait la nature. On aurait pu enlever le là. Alors, Bénédicte, en fait, je pense que là, tu es en train de désigner des endroits avec ta souris, mais ta souris n'apparaît pas à l'écran. Il y a des outils, je crois, pour surligner. En fait, il y a deux autres questions qui sont arrivées. Et je vais commencer par la dernière parce que je pense qu'elle va dans le prolongement de ta réponse. C'est sur, en fait, les formulations négatives. Ah oui. Du coup, alors, ça va ressortir, en fait, sur le plan factoriel, sur des axes où un mot va être associé à quelque chose de positif d'un côté. Enfin, je te laisse répondre, pardon, mais... Ah oui, c'est souvent le pas à côté de quoi il est, ou le nœud à côté de quoi il est. Et donc, voilà, c'est comment prendre en compte les formulations négatives. Donc, tu fais pas de traitement spécifique, mais c'est dans ton analyse factorielle où tu regardes s'il y a des associations, enfin, si ça apparaît plus fréquemment ensemble. Oui. À côté de certains termes, et donc du coup, c'est plutôt du négatif. Mais ça, après, c'est quand même aussi, encore une fois, faire un retour au texte, regarder le contexte d'utilisation des mots, et finalement, après, se dire, est-ce que ces réponses négatives, je les regarde, je les isole, est-ce que je les mets avec, ou est-ce que finalement, je les mets de côté, et puis je regarde que les réponses positives, et voilà. Il y a des allers-retours à faire dans le texte. À un moment, on ne peut pas tout mélanger. Mais par exemple, si on a le cas d'un mot qui est grosso modo une fois sur deux cité positivement, une fois sur deux cité négativement, on a intérêt à le recoder de manière à ce que le négatif soit clairement identifié dans la séquence, ou pas du tout? C'est là qu'on peut créer effectivement des mots artificiels et on fait pas machin et on le fait.
On est en deuxième lecture. On est sûr de créer. Après, il y a des termes. Mettons, on a un corpus sur la sécurité sociale. Très souvent, il y a intérêt à créer le mot sécurité sociale, et puis on va voir ce qui se passe sur les réponses, les gens qui ont cité ça. En fait, ce que j'aime bien dans tes réponses, Bénédicte, c'est que, parce que du coup, j'ai préparé quand même un peu le tuto, et en fait, j'ai relu la préface de Christian Baudelot sur l'ouvrage de Lebar et Salem, qui dans les années 80, comme effectivement, c'est dans les années 80, et Baudelot disait, on a enfin un outil qui nous permet d'être au plus près du texte et d'être vraiment sur la réponse des enquêtés, sans la retravailler, sans a priori, et de voir quels sont les mots qui ont été utilisés et associés à d'autres mots, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas tout faire, hein. L'histoire du négatif, c'est quand même un problème. Alors, il y a une question je vais te la lire telle qu'elle a été posée. C'est est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la classification? Alors, c'est pas du coup, je pense que c'est soit la classification des individus ou des mots, qui ont été utilisés. Et puis la deuxième question, c'est à partir de combien de réponses une analyse textuelle est en général pertinente? Combien de réponses en volume de texte? Je fais la réponse du statisticien, ça dépend. Ça dépend de la richesse du vocabulaire, s'il y a beaucoup de mots distincts, parce qu'on peut avoir plein de réponses, mais ils ont toujours cité les trois mêmes mots, pas très intéressant. Donc finalement, il n'y a pas de limite, il faut tester, il faut voir ce que ça donne, et après, il faut se dire, finalement, quand on analyse, on se dit, faut être assez honnête avec ce qu'on a mis en entrée, et ce qu'on analyse et ce qu'on en tire. Mais il n'y a pas de limite vraiment, quoi. Mais je vous dis, c'est plus une idée de richesse de vocabulaire, parce qu'il y a beaucoup de mots distincts dans mon corpus, ou pas. Ça vous va? Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais dit qu'il y a des limites. Après, où il y a une limite, c'est qu'effectivement, et tu m'as un petit peu fait peur tout à l'heure, effectivement, il y a des questions ouvertes. C'est parfois les gens confondent la question ouverte avec une vraie question ouverte, avec une question ouverte qui est, les gens, ils ont un choix de modalité, et derrière, il y a autre. Mais autre, c'est une modalité. Et les gens se disent, là, ça va être, je vais avoir plein de textes. Non, ils ont 3-4 mots, et il n'y a pas grand-chose à analyser, quoi. On leur a laissé dire toute une phrase dès le départ, et si c'est 3 mots, vraiment un complément d'une question fermée, ça ne donnera pas grand-chose. Est-ce que ça vous va? Alors, moi, je prends la réponse. Hein, je vais parler de la classification après. Ouais, si Laurence, tu veux plus de précision, tu mets des questions dans le chat. Et la classification, si je peux revenir avec la classification, elle est souvent faite sur, alors ça dépend des outils, mais la classification à la méthode Max Reinert, mais ça, ce serait mieux d'aller voir le tuto. Je fais la pub pour le tuto de Pierre Ratino qui a bien expliqué sa méthode de classification, parce qu'elle est très intéressante, elle est particulière sur ce tableau particulier qui est le tableau lexical. Et en fait, il classe pas des mots, il classe des segments de texte, en fait. Et dans chaque segment de texte, dans du segment de texte et nos réponses, il cherche des mots co-occurrents ou des mots toujours cités ensemble ou jamais cités ensemble, et en fait, il fait une classification descendante. Donc, en fait, il sépare quand deux réponses n'ont jamais des mots en commun, il les met dans des groupes différents, etc. C'est une technique qui t'aide. Voilà. Alors, on a malheureusement un souci avec le tuto de Pierre Ratino, c'est que la qualité de l'enregistrement était complètement médiocre, et en plus, on n'a qu'un enregistrement partiel parce que j'ai eu des problèmes de réseau. Donc, il n'est pas en ligne. Il y a sur le site de Mathieu Sachez, vous trouverez son diaporama. Et quoi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il fait prochainement une formation sur une journée sur Toulouse. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent me contacter pour que je donne les informations sur cette journée d'études sur Yaramutech. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une classification sur le tableau lexical entier. Et en fait, il classe des unités de texte.
Donc, dans une classe, il aura mis, alors là, je ne l'ai pas, mais allez sur cet article de France Guérin et Philippe Collant sur le contour du mot environnement, parce que justement, en méthode complémentaire, il a fait une analyse factorielle telle que je vous montre, il a fait une classification avec Alceste, et effectivement, il y a la classe la nature, il y a la classe entourage, et on retrouve aussi les thématiques avec la classification. Donc effectivement, essayez de retrouver cet article. Je pense que déjà, comme on a parlé de ce corpus-là, ça vous parlera un petit peu plus. Mais c'est une classification, je répète, à partir du tableau lexical entier, et il classe pas des mots, mais il classe des réponses. Et il compare les réponses et il regarde les mots toujours cités ensemble ou jamais cités ensemble. Donc quand ceux qui ont dit la nature tout seul, ils vont être dans une classe la nature, point. C'est un peu comme ne sait pas. On aurait la classe ne sait pas. D'un côté, il y a dans une classe, et les mots spécifiques de cette classe, c'est ne sait pas, il n'y a que ne sait pas. Et sur la base du coup de données textuelles, est-ce que tu réalises des fois des classifications sur les individus? Derrière les individus, il y a les réponses quand même. Mais après, en fait, dans ces méthodes-là, on a quand même des données sur les individus. Et en fait, quand on fait une classification, en fait, la classification, elle sépare ces unités de texte. Et après, il nous montre, pour interpréter les classifications, interpréter les classes, finalement, c'est interpréter le vocabulaire spécifique des classes. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a vu le vocabulaire spécifique selon le diplôme, l'âge, etc. Là, on a une espèce de variable classe. Et pour chaque classe, il nous donne des mots spécifiques des classes et des réponses spécifiques des classes. Et pour ces classes, on a des caractéristiques des individus qui sont plus ou moins aussi spécifiques à ces classes. Mais là, c'est vrai que volontairement, on n'a pas parlé de la classification. Mais en tout cas, c'est un principe qui n'est pas très différent de celui-là. Alors je sais pas, je vois pas d'autres questions qui viennent dans le chat, donc vous pouvez toujours en poser quelques-unes, sachant quand même qu'il est 16h30, donc on approche quand même de la fin du séminaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les gens qui sont... Moi j'en ai une, si j'ai le droit de la poser directement, mais j'étais un peu surpris là par ton exemple sur le PCRD, l'exemple européen, parce que je vois pas comment tu arrives à différencier grosso modo ta variable enquêteur de la variable pays, traducteur de la variable pays, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu traduis je crois que c'est... Tu m'entends ou pas? Oui, oui. Parce qu'en fait tu traduis sur 15 langues, grosso modo, quoi, Oui. l'espace, voire plus. J'imagine qu'à chaque fois il y avait un traducteur par langue. Oui. Et par exemple, quand tu dis que les Français et les Belges, donc quand même une grande partie d'entre eux parlent français, ont des réponses très proches, forcément, je me pose la question de est-ce que ce que j'ai codé au final, c'est le traducteur, ou est-ce que c'est vraiment des différences liées au pays d'appartenance du répondant, quoi. Non, parce que quand même, les mots sont voilà, entre ceux qui ont dit romantique, climat, légieur, etc., les Chinois, et on voit quand même que et les réponses spécifiques des Belges et les réponses spécifiques des Français sont vraiment très similaires. Après, il y a eu effectivement un effet de traduction, parce que même les réponses en français ont été traduites en anglais, même si après je refais du français. Et par exemple, on a vu qu'il y avait un mot spécifique des Belges qui était mainland. Ouais. Et en fait, c'était un effet traducteur. On a vu que c'était que des Belges qui avaient cité mainland. Et on s'est dit, ben non, ça c'était un effet traducteur. Voilà. Parce que mainland, rappelle-moi ce que ça veut dire, parce que j'ai un trou. Pas d'idée. C'était autre chose en français. Il y a aussi un... Et est-ce qu'on est gêné, un peu dans le même ordre d'idée, mais est-ce qu'on est gêné quand il y a une grande
diversité sociale des répondants. Est-ce qu'on est gêné par les vocabulaires différents pour exprimer la même chose selon le milieu social des gens? Non, mais si effectivement ils ont des vocabulaires différents, mais pour exprimer un peu la même chose, ils seront à côté d'autres mots qui seront similaires et qui font que finalement les mots seront quand même à côté. Parce qu'il repère quand même il met à côté des mots qui sont co-occurrents dans les réponses. Donc si effectivement ils n'emploient pas exactement les mêmes mots, mais ils parlent de la même chose, cette même chose qu'ils parlent en commun va être à côté. Donc on devrait les repérer. Pour venir sur EuroBroadMap, par exemple, on a aussi vu des surprises de l'effet traducteur. On avait vu dans les réponses spécifiques des Russes, il y avait mother, comme la mer. On s'est dit pourquoi il y a la mer, qu'est-ce que ça vient faire là? Et on avait vu que c'était our mother, donc en fait ils avaient traduit Notre-Dame. Parce que quand on a vu Tour Eiffel, on a compris que c'était Notre-Dame, quoi. Donc on a des farces. Donc effectivement, travailler sur des corpus de texte, c'est pas des données qui sont très très propres. C'est vraiment de l'analyse. On voit des tendances, mais on peut pas dire, bon voilà, il y a un critère très statistique là, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. C'est un univers lexical, c'est une tendance. Voilà, on n'est pas très ferme sur l'interprétation. Est-ce que je vous ai convaincu là-dessus? Ouais. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à tester, parce que quand on a un corpus et qu'on fait tourner ce type d'outil, c'est toujours assez ludique et c'est toujours assez amusant et on trouve quand même quelque chose auquel on ne se serait pas forcément attendu. Mais ouais, c'est une un peu déjà des conclusions il me semble, dans votre manuel, c'est que ça permet quand même de faire ressortir des choses, des structures qu'on voit pas forcément. Ou même ce que je disais tout à l'heure, quand effectivement les logiciels ils repèrent les catégories grammaticales des mots, bah, c'est une autre lecture. Effectivement, on se dit, ah, bah, finalement là, avec cet univers lexical, il y a plein de verbes, ça peut être intéressant, plein de verbes d'action, où là, finalement, c'est plein d'adjectifs et je ne m'attendais pas à voir tout ça. Ça, c'est intéressant. Bien, et bien comme je ne vois pas d'autres questions dans le chat, je pense qu'on va conclure. Donc, merci beaucoup Bénédicte pour ce tuto sur le traitement des données issues de questions ouvertes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, que le prochain tutoriel, ce tuto à mater, ce sera le 16 novembre sur Magritte. C'est un logiciel de cartographie en ligne qui a été développé par des collègues. Et donc, on verra comment fonctionne ce logiciel. Sinon, si vous avez des envies de tutos, soit en termes de besoins, ça parce que vous connaissez un logiciel ou un outil qui vous semble intéressant, que vous avez envie de le faire connaître aux autres, hein, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on mette en place une séance. Il n'y a pas toutes les propositions sont les bienvenues. Et puis, et bien, je crois encore une fois, merci beaucoup Bénédicte. Hein, et puis, à bientôt, en tout cas pour ceux qui viendront à Rouen aux journées annuelles du réseau Maté. Je ne sais pas si Damien, tu veux faire dire quelque chose dessus ou pas? Non, on envoie suffisamment de mails pour ne pas polluer en plus le tuto. Bon. Et ben dans ces cas-là, on va conclure donc cette séance sur les questions ouvertes et on se retrouvera au mois de novembre sur un logiciel de cartographie. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. C'est tout de suite.